Le président de la République qui monte sur scène et qui va donc présenter sa stratégie de réindustrialisation et de souveraineté. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le commissaire européen, cher Thierry, monsieur le haut-commissaire au plan, cher François, monsieur le secrétaire général pour l'investissement, monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, madame le maire en particulier, merci pour pas simplement ce témoignage, mais cette ode à l'industrie. Mesdames et messieurs les industriels et entrepreneurs, responsables syndicaux, patronaux, mesdames et messieurs. Alors, beaucoup de choses ont été dites à travers ces témoignages, je trouve de manière extrêmement claire sur les enjeux, mais je voudrais commencer au fond par deux constats qui sont sans appel et je pense sur lesquels on doit s'appuyer pour essayer en effet d'accélérer, mais de construire une action utile. D'abord, la France s'est davantage désindustrialisée que les autres pays en Europe. Il y a eu une crise et une désindustrialisation qui a frappé beaucoup d'économies, mais nous avons subi une désindustrialisation plus importante. Parfois, on l'a laissé faire. Il y a eu un choix presque idéologique de dire finalement l'industrie, ce ne sont pas les bons emplois. Il vaut mieux aller vers le service, être un pays au fond de service et de tourisme. Et puis, ça a été aussi subi. Et vous le voyez, on a perdu 12 points à la part de l'industrie dans le PIB français en un peu plus de 40 ans, et en effet des pertes d'emplois industriels qui vont avec. Et donc cette désindustrialisation, elle fait que depuis la fin 2000 jusqu'à l'été 2017, nous avons perdu chaque trimestre des emplois industriels, et qu'il y a eu, au fond, près d'1 million d'emplois industriels en moins durant cette période. Ce que nous avons découvert à notre dépens, c'est que ça entraîne toute l'économie vers la décrue, parce que quand l'industrie s'en va, les services qui y sont attachés s'en vont, et les administrations qui restent pour tenir un territoire partent avec. Et donc l'industrie a un rôle structurant, économiquement, territorialement. Ce sont plutôt des bons emplois et des emplois mieux payés que d'autres, et donc ça tire, si je puis dire, le reste de l'économie vers des bons emplois, et donc quand on désindustrialise, on en souffre encore davantage. Et les chiffres sont là pour montrer la grande difficulté. Nous avons, par exemple, perdu, après la crise, donc dans la fin de cette période, vous le voyez, où la part s'est quasiment stabilisée, post-crise financière, on perd environ 600 usines sur cette période. Et donc, il y a une phase de désindustrialisation, si je puis dire, progressive. Il y en a une quand d'autres pays font les réformes au début des années 2000 qu'on ne fait pas. Et post-crise financière, on désindustrialise encore plus vite que les voisins, donc il y a eu un aspect procyclique. Et donc oui, nous avons plus désindustrialisé que les autres, ce qui nous place dans une situation d'impasse. D'abord parce que ça veut dire qu'on crée des dépendances quand on désindustrialise, qu'on le veuille ou non. Et on l'a vécu parfois plus que d'autres dans la période Covid ou ailleurs. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas avoir un modèle social fort en désindustrialisant. Et c'est l'impasse dans laquelle nous nous sommes mises. Parce qu'on peut le faire jusqu'à un certain niveau, c'est celui qu'on a été testé, c'est-à-dire on monte les impôts, on est, malgré nos baisses, encore très haut, on fait du déficit, on en a accumulé beaucoup, mais il y a un moment donné, il faut produire plus de richesses. Et on a créé un énorme différentiel. Si je prends le PIB par habitant, on a un différentiel de 10 points par rapport à nos voisins allemands, 12 points par rapport à nos voisins néerlandais. L'explication de ça, c'est la désindustrialisation. Et donc, ce n'est pas soutenable par rapport à notre modèle social, par rapport à nos finances publiques, et ce n'est pas soutenable en termes de commerce extérieur. Le plan a sorti un très bon rapport sur ce sujet. Quand on regarde notre commerce extérieur de manière très factuelle, on a une explication qui est l'énergie, et c'est ce qui a d'ailleurs été le problème des dernières années avec l'augmentation du coût. Notre agriculture, notre agroalimentaire, on exporte, les services, on exporte, mais après l'énergie, c'est l'industrie, notre problème. Donc ça, c'est la situation, si je puis dire, dans laquelle nous sommes. Et on ne peut pas réussir une transition écologique, on ne peut pas réussir la bataille pour justement le climat et la biodiversité par une stratégie de désindustrialisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on importe des produits qu'on ne choisit pas. Et donc on importe deux modèles qui, eux, sont peut-être moins disants que nous sur le plan climatique et qui sont plus attentatoires à la biodiversité. Donc ce n'est pas non plus une bonne solution. Ça, c'est la situation, premier constat. Deuxième élément, c'est qu'on vit ces dernières années une accélération très forte. Pas la nôtre, celle du monde. On a une accélération très forte d'un immense défi jumeau, et qu'on lit très profondément dans notre stratégie,
le changement climatique et la protection de la biodiversité. Ce défi qui est le nôtre, qui a été documenté par l'IPES, le GIEC, etc., font que nous avons une transformation à faire de notre tissu industriel et productif si on veut relever ce défi. Et si on veut le relever de manière cohérente, c'est-à-dire nous avoir un mode de production dans notre industrie, notre agriculture, notre agroalimentaire qui permet de réduire nos émissions et d'être plus respectueux de la biodiversité, mais d'être cohérent dans nos stratégies d'importation et de ne pas importer, de ne pas créer des dépendances nouvelles qui vont encourager la déforestation à l'autre bout du monde ou la destruction de biodiversité, ou encourager des pratiques qui sont l'exact contraire de ce qu'on demande chez nous. Ça, c'est la première accélération qui justifie d'avoir une stratégie cohérente d'industrialisation décarbonée, en tout cas respectueuse de l'objectif climatique et biodiversité. Deuxième accélération, c'est l'accélération technologique, qui transforme l'industrie au carré. C'est le quantique, l'intelligence artificielle, entre autres, et qu'on voit se déployer dans absolument tous les segments industriels, et qui révolutionne les méthodes de production, voire les produits industriels eux-mêmes. Et donc, on a très clairement sur ce sujet une accélération technologique qui fait que, on le voit bien, la clé est de savoir décider très vite, d'investir massivement pour être au sommet de la vague. Et si je puis dire, on l'a vécu sur d'autres segments comme le médicament. Plusieurs d'entre vous, dont je reconnais les visages, sont plutôt dans l'industrie pharmaceutique ou les dispositifs médicaux. On l'a vécu en période Covid. On a eu une alerte générale dans le monde. Les pays qui avaient un bon système d'innovation et qui ont mis beaucoup de capital ont su faire en moins d'un an ce qu'on pensait impossible. On n'avait jamais en moins d'un an inventé un vaccin. Et on n'avait jamais stabilisé un vaccin ARN messager. Ça a été fait parce qu'il y a eu de la concentration des moyens d'innovation technologique. Donc il y a une accélération de l'innovation technologique et en particulier d'éléments de rupture clés. Puis la troisième accélération est les géopolitiques. Il y a une accélération de la montée des conflits, évidemment le retour de la guerre en Europe avec l'Ukraine, et des conséquences qui touchent directement notre industrie, notre capacité à produire, parce que pour l'Europe, ce n'est pas simplement un choc géopolitique, mais c'est un choc énergétique assez asymétrique, parce qu'on est beaucoup plus touché que les autres. Et si je nous compare aux Américains, nous ne sommes pas producteurs de gaz et de pétrole, et donc nous avons essentiellement subi un renchérissement de nos coûts sans être producteurs, en devant mener une diversification accélérée. Et évidemment, il y a l'accélération de la tension géopolitique entre la Chine et les États-Unis, avec deux modèles de production, deux choix très polaires. Évidemment, je ne nous mets pas à équidistance, les Américains sont nos alliés, nous partageons les mêmes valeurs, mais dans cette bataille, nous n'avons pas envie de dépendre, nous n'avons pas vocation à devenir les consommateurs de l'industrie américaine. Et donc très clairement, dans ce jeu, on voit bien qu'on a une Chine qui investit massivement avec un modèle très statocentré, un rapport aux libertés publiques qui n'est pas le nôtre, et on a un choix américain qui a été fait et qui est en rupture avec les 20 dernières années, qui est plutôt America First, et qui est de dire on ne va pas tant se battre pour que les Chinois respectent les règles du commerce international, ce qui était ce qu'on faisait jusque-là. En fait, on va faire comme eux. On va sursubventionner les parties de l'industrie qu'on veut garder, parce qu'au fond, on veut défendre notre sécurité économique nationale et produire chez nous ce qui nous semble critique, en matière numérique ou en matière de clean tech, et donc des industries qui sont stratégiques. Et donc, cette accélération géopolitique, elle implique une accélération de nos décisions et, très clairement, pas simplement un réveil, parce que comme l'a dit le commissaire Breton, on n'avait pas attendu, mais des choix critiques pour nous. Pourquoi ? Finissant ces enjeux que je voulais poser, je vais le dire ici, parce que vous l'avez bien compris, la réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un enjeu clé de souveraineté. Si nous ne le faisons pas, nous dépendrons des autres. Et s'il y a à un moment donné une immense tension géopolitique ou des crises comme on l'a vécu, ou une nouvelle pandémie ou le Covid, nous pouvons être en rupture. Et je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire. Donc c'est un élément de souveraineté. C'est clé pour le climat et la biodiversité, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est clé pour nos territoires et la cohésion du pays. Réindustrialiser est le seul moyen de redonner des projets et des emplois partout dans le pays. C'est clé pour créer des bons emplois et donc donner des perspectives aux classes moyennes, parce que c'est ce qui permettra le progrès pour ces générations et leurs enfants. Et c'est clé évidemment pour plus de productivité et l'amélioration du commerce extérieur. Donc c'est une bataille économique, politique, territoriale et géopolitique, la bataille pour l'industrialisation, et sur laquelle nous devons intensifier les efforts pour toutes les raisons que j'évoquais. Alors, deuxième élément, évidemment, on n'a pas attendu,
je le disais, nous avons beaucoup fait, et moi je suis convaincu que cette bataille, on peut la gagner. On peut la gagner parce que d'abord, on a des atouts objectifs. Nous sommes un pays qui a des très bonnes infrastructures, qui a une structure de service public qui est extrêmement résistante, ce qui est une force. On a une bonne école, un bon système d'éducation et de formation. On a des tas de choses à améliorer, j'y reviendrai, mais quand on regarde les voisins, on a une structure solide, on a des très bonnes infrastructures de transport, d'aménagement. On continue à investir, on veut le faire, mais elles sont là. Et on a un très bon mix énergétique, parce qu'on produit d'ores et déjà de l'énergie très décarbonée. Et ça, c'est les choix qui ont été faits par nos prédécesseurs, mais la base installée nucléaire est une chance pour l'industrie et le climat. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Et puis, nous avons engagé une politique résolue autour de 4 piliers. Et je pense que cette pente qu'on a commencé à infléchir, on doit maintenant l'intensifier. Premier pilier, c'est une politique macroéconomique de compétitivité. Bien souvent, il y avait une forme d'incohérence dans le débat public français. Il faut être honnête, c'est-à-dire on défendait tous l'industrie, mais on était contre les réformes qui le permettaient. On était pour l'industrie, mais pour taxer beaucoup plus le capital. On était pour l'industrie, mais pour complexifier le droit du travail. Bon, l'expérience a été faite, ça ne marche pas. Si vous avez un droit du travail plus compliqué que les voisins, si vous taxez plus le travail et le capital, vous créez moins d'emplois parce que les industriels vont s'installer ailleurs. Pardon de le dire en des termes aussi crus, mais c'est un peu la base du constat qu'on a fait. Et donc, on ne peut pas continuer de déplorer les conséquences dont on chérit les causes. Donc, on s'est attaqué aux causes, c'est-à-dire une vraie politique de compétitivité. On a baissé le coût du travail et du capital, et on a baissé de 52 milliards les impôts. 52 milliards. Moitié sur les ménages, moitié sur les entreprises. Sur les ménages, en le concentrant sur les classes moyennes qui travaillent, et sur celles et ceux qui investissent dans notre économie avec la flat tax. Et sur les entreprises, à travers en particulier la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui nous a remis dans le champ européen. La flat tax, la baisse de l'IS, la baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse des cotisations travail, qui va se poursuivre maintenant avec la baisse de la CVAE, qui est un de nos impôts de production, nous a permis de revenir dans le jeu européen en termes de taxation du capital et du travail. Les ordonnances travail prises il y a 6 ans ont permis de nettement simplifier les choses. J'en veux pour preuve, c'est la meilleure expérience en termes de politique, c'est quand on ne parle plus d'un sujet. Quand on vous parle beaucoup d'un sujet, c'est un problème. On ne vous dit jamais merci de l'avoir réglé, mais ça veut dire qu'on n'en parle plus. Je constate avec bonheur qu'il n'y a pas de manifestation relative au chômage. Plus personne ne parle de chômage. On n'a pas totalement réglé le sujet. Mais dans une période compliquée où plusieurs de nos voisins ont réaugmenté leur chômage, nous l'avons baissé de manière continue et il continue de baisser. Plus de 2 points. Et ça, c'est le fruit de ces réformes et de votre engagement à tous. Ensuite, on a investi sur la formation et la qualité du travail. Les réformes sur l'école, mais aussi et surtout la réforme de l'apprentissage, qui a été, je crois, un des grands acquis de la période récente et qui a un impact industriel très clair. On est passé d'environ 250 000 ans à maintenant environ 850 000 ans, et on atteindra le million d'apprentis par an. Et l'investissement dans les compétences à travers le plan d'investissement compétences, le travail qui a été fait avec nos régions et nos collectivités territoriales en la matière. On a réinvesti dans la recherche, ce qui est clé, et l'innovation, avec une loi pluriannuelle, 25 milliards d'euros d'investissement pour simplifier les programmes, en mettre plus sur certains verticaux, mais aussi réaméliorer l'attractivité des métiers de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Et puis, nous avons investi sur l'énergie, avec des mesures d'urgence pendant la crise, qu'il faut totalement assumer, parce que ce sont des mesures qui ont permis de résister. Pendant la crise Covid et pendant l'inflation énergétique, sortie Covid, puis pendant la période de guerre, et c'est clé parce que ce sont des mesures de résistance qui évitent de détruire du capital productif. Et puis en assumant de porter une stratégie énergétique qui est la seule compatible avec une réindustrialisation décarbonée. C'est la stratégie dite de Belfort, sobriété et efficacité énergétique, développement massif des énergies renouvelables, développement massif du nucléaire, parce que grâce au travail qui a été fait par RTE, l'AIE, tous les experts, on a vu qu'il n'y avait pas une stratégie unique qui fonctionnait, mais qu'on avait besoin de ces 3 leviers, et ce qui nous permet aujourd'hui et demain d'avoir une production d'énergie sûre, l'une des plus décarbonées d'Europe, et de jouer sur nos acquis en accélérant sur ce qu'on doit justement améliorer, qui est le développement du renouvelable. Cette stratégie est, je crois, la bonne.
Ça, c'est le premier pilier, c'est une politique de compétitivité. On améliore la qualité, on baisse les coûts, on investit sur les facteurs de production. Le deuxième levier, c'est l'investissement. Parce qu'en même temps qu'on fait ces réformes, on a assumé d'investir massivement dans plusieurs plans. Dès 2018, sur les batteries, sur l'électronique, sur les industries pharmaceutiques, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique. Ce sont à chaque fois plusieurs milliards d'euros qui ont été mis avec les acteurs des différents secteurs pour justement développer des verticaux, avec à chaque fois évidemment des centres clés. Je ne reviendrai pas ici, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent pour certains d'entre eux, mais d'avoir une stratégie, si je puis dire, microéconomique, avec des axes très forts qu'on a ensuite cherché, j'y reviendrai, à européaniser. Ensuite, avec les territoires d'industrie et France Relance, on a irrigué cela en développant nos filières stratégiques et en réduisant nos dépendances. Ce sont plus de 800 projets de localisation ou de relocalisation qui ont été financés. Et puis France 2030 a été construit pour justement poursuivre l'effort sur différents segments, la plupart de ceux que je viens citer, mais je le compléterai avec l'agroalimentaire, avec les industries culturelles et créatives, et évidemment la pharma et beaucoup d'autres, le spatial et plusieurs autres que je n'ai pas cités. J'aurai l'occasion là aussi de revenir sur France 2030. Le troisième pilier de cette approche, c'est l'Europe et une politique industrielle européenne. Et là, je vais être très clair, c'est une petite révolution doctrinale qu'on a conduite ces dernières années. Jusqu'alors, l'Europe ne parlait que consommateurs. L'Europe, elle avait une politique de concurrence et une politique commerciale, et elle se pensait comme un marché ouvert. C'est ça la réalité. Et elle faisait de facto le choix, au fond, de renoncer à de la base industrielle si ça permettait de faire baisser les prix et d'ouvrir l'économie. Alors certains pays qui avaient beaucoup joué sur leur propre compétitivité s'en sortaient bien, ou qui avaient beaucoup intensifié leur choix s'en sortaient bien, mais ça n'est pas soutenable, et surtout, cette approche, elle n'est pas soutenable avec une stratégie climat et biodiversité, une stratégie de souveraineté. Et donc, cette approche souveraineté européenne annoncée dès le discours de la Sorbonne, nous l'avons déclinée, et le commissaire européen a tout à fait raison de dire, très tôt et avant les crises. On a commencé à avoir une stratégie d'industrie de défense dès 2018, on a densifié, on a créé ces fameux PIEC, donc ces plans d'investissement européens. Et c'est quand même 50 milliards d'euros de financement public et privé qu'on a massifié sur des premières priorités. Ensuite, il y a eu une accélération de cette phase durant la période Covid, où là, sous l'impulsion de la Commission européenne, on a inventé une politique qui n'existait pas, et je dirais quasi sans mandat, mais de structuration de notre industrie de santé, pour recréer de la chaîne de valeur, sécuriser des parts de notre chaîne de valeur, mais développer là aussi de l'investissement. Je l'ai souvent dit, sans l'Europe et cette politique, nous n'aurions pas pu vacciner comme on a vacciné en France. Et il y a eu une accélération par ce qu'on appelle l'agenda de Versailles, qui est ce qu'en mars 2022, nous avons bâti ensemble, qui, à la lumière des premières semaines de guerre, nous a conduit à dire on voit bien qu'il nous faut accélérer sur notre autonomie stratégique et qu'il nous faut, en matière de technologie, en matière donc de semi-conducteurs, en matière d'énergie, en matière aussi évidemment de santé, d'agroalimentaire et autres, accélérer notre souveraineté et notre autonomie. Ce réveil est salutaire et je pense qu'il a vraiment permis de bâtir, de soutenir l'innovation, la reconstruction de chaînes de valeur. Et donc en microélectronique, sur les batteries, sur l'hydrogène, on a développé des projets très importants avec une vraie alliance franco-allemande mais un vrai portage européen. Et nous avons pu, ce faisant, bâtir en parallèle l'une des politiques climatiques les plus ambitieuses au monde, avec neutralité carbone 2050, des objectifs 2030 déclinés, l'arrêt des véhicules thermiques 2035, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et un fonds social climat pour accompagner. Tout ça, c'est une politique de remise en cohérence. On a réinjecté de la souveraineté et du climat dans une politique qui était essentiellement pour le consommateur et l'ouverture. À cela s'ajoute une phase d'accélération ces derniers mois, qui a été en effet la réaction à l'IRA américain, où là, nous avons négocié d'avoir des mécanismes d'exemption comme les Canadiens et les Mexicains, où ensuite nous avons bâti des règles similaires, et le commissaire a eu raison d'insister sur deux choses. On a défini les secteurs sur lesquels on va mettre plus d'investissement et d'accélération, ceux qui sont les technologies justement qui permettront d'aller vers la neutralité carbone, et on a adapté nos règles d'aide d'État en créant de la souplesse et en se disant, au fond, c'est une urgence, donc on doit adapter le cadre pour faire face à tous ces défis.
et permettre de décarboner, d'investir, de porter cette transition et d'avoir une politique industrielle pleinement adaptée. C'est ce que nous avons défendu dès le mois de décembre lorsque j'ai été faire la visite d'État aux États-Unis, c'est d'avoir cette accélération en quelque sorte pour nous mettre en situation de faire la même chose. Le quatrième pilier de notre stratégie, jusqu'ici, c'est une stratégie territoriale. Madame la maire l'a rappelé. Le programme Territoire d'industrie, c'est une alliance avec tous les territoires qui avaient cette histoire, ce désir, cette volonté de faire. Le programme a associé 149 territoires d'industrie, 550 intercommunalités. C'est une démarche qui a donné carte blanche aux élus et industriels pour construire leur plan d'action. Et on a ainsi bâti 2000 actions qui ont été identifiées dans le cadre du programme, 2 milliards d'euros mobilisés, environ 50 000 emplois qui sont en cours de création. Et ceci s'est branché sur tout ce qu'on a pu faire à travers France Relance et la mission France 2030, et évidemment nos coques bleues de la French Fab, comme nos startups qui sont venues irriguer tous ces territoires. Mais la territorialisation de cette politique, elle est absolument clé, et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'essentiel de ces emplois sont hors Paris. Et ils sont parfois, souvent dans des villes d'ailleurs de province qui sont des sous-préfectures ou des villes qui avaient été touchées de plein fouet par la désindustrialisation, et sur quelques grands sites industriels qui concentrent les défis énergétiques. Et on a ainsi aussi sur Fos, Le Havre, Dunkerque, des vrais môles d'attraction pluri-entreprises. Le bilan de tout ça, ce sont des résultats très clairs sur lesquels je veux insister sur le plan macro et microéconomique. Et au fond, j'évoquais quelques territoires, mais quand on regarde Chalampé dans le Haut-Rhin, Fos, Le Havre en effet, ou même Denain, on a des vraies transformations industrielles qui sont en train d'arriver. Dunkerque, où je me rendrai demain, c'est simple. Nous avions perdu 6 000 emplois industriels en 20 ans. Grâce à ce qui est déjà signé et sûr, il y aura 16 000 créations d'emplois d'ici à 2030. Donc sur certains sites, ce n'est pas simplement qu'on répare, c'est qu'on est même en train de dépasser. Alors néanmoins, au niveau macroéconomique, nous avons des résultats, un chômage qui recule, je le disais, d'un peu plus de 2 points, une croissance qui reste solide, 1 700 000 emplois qui ont été créés, et surtout, on recrée de manière nette des usines, 200 créations nettes d'usines en 2021-2022, 300 depuis 2017, ce qui veut dire qu'on a réparé la moitié des destructions d'usines faites depuis la crise financière. Et environ 90 000 emplois industriels créés depuis 2017, ce qui fait que si on poursuit ces efforts, au fond, on aura réparé les conséquences de la crise financière et du décrochage post-crise financière à horizon 2027. Ma conviction, c'est que, compte tenu de l'accélération que j'évoquais, on peut et on doit aller beaucoup plus loin sur de nombreux territoires à horizon 2030. Ensuite, on a des vrais résultats en matière d'attractivité. Le fruit de cette politique, c'est ce qu'on voit à travers Choose France, ce qu'on verra avec les ministres encore lundi. Pour la 4e année consécutive, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement. Et je pense qu'on dépassera lundi les records d'investissement. 75% de ces investissements et de leurs conséquences en termes d'emploi, ce sont dans des villes moyennes de province et dans tous les territoires. Et donc, ce sont des vies qu'on change un peu partout sur notre sol. Ensuite, au plan sectoriel, là aussi, nous avons des vrais résultats. Sur les semi-conducteurs, on avait une base installée, grâce à notre tradition et en particulier la force du site grenoblois. On a su utiliser, en volant un peu le départ, le Chips Act européen. Nous allons doubler la production de semi-conducteurs en France, en particulier à Grenoble. Pour les médicaments, je remercie tous les acteurs du secteur, on va accélérer l'accès au marché des traitements innovants avec l'accès précoce et l'accès direct. Et donc tout notre plan innovation santé, sur à la fois les médicaments, l'innovation, les dispositifs médicaux, on a simplifié les procédures, accéléré, investi. Et donc on va réussir donc les traitements innovants et leur accès. On va avoir aussi la relocalisation d'autres médicaments stratégiques, dont nous annoncerons dès le mois de juin la relocalisation. Je serai sur le terrain pour le faire avec les ministres compétents, ce qui est clé pour faire face aux tensions qu'on a pu connaître encore ces dernières semaines sur certains médicaments qui sont le fruit de nos dépendances et de goulots d'étranglement sur certaines parties de la fabrication. Sur les métaux critiques, là aussi, avec un fonds métaux qui va se déployer dans les prochaines années, une mine, du recyclage de lithium dans l'Allier et donc des vrais résultats très concrets sectoriels. Ce sont aussi tous nos projets de décarbonation des transports et des industries. Pour prendre la tête de la course aux véhicules électriques, on a 3 projets de très grandes usines, les Gigafactories dans le Nord, l'usine ACC qui ouvrira en mai,
et une autonomie de production à horizon 2027 et une capacité à exporter à horizon 2030 en termes de batteries électriques. Et maintenant, le combat, ça va être de revenir sur l'amont pour sécuriser les éléments de la production en amont de la batterie sur notre sol. En matière d'hydrogène, là aussi, avec des gigafactories d'électrolyseurs, de la production d'équipements pour la mobilité et de premiers projets de production d'hydrogène décarbonés. Et au fond, des projets de Plastic Omnium, qui est le plus grand d'Europe en termes justement d'industrie automobile basée sur l'hydrogène, jusqu'à des projets type Genvia à Béziers qui sont clés en termes d'innovation entre le CEA et Schlumberger qui vont nous permettre de sécuriser l'amont et la production d'électrolyseurs. On est en train de sécuriser là, toute la chaîne et de tirer les leçons du passé, c'est-à-dire pas simplement de développer des solutions décarbonées, mais de nous mettre en situation de produire les solutions industrielles et toute la chaîne. En tout cas, de réduire nos dépendances. C'est la même chose qu'on est en train de faire et qu'on veut accélérer avec la filière bois, qui est absolument clé pour la décarbonation, à la fois en sécurisant l'aval et l'utilisation, avec les changements réglementaires, la RE 2020 et les nouvelles normes qui vont valoriser le bois dans la construction, et ce qui est absolument clé là aussi pour notre décarbonation, et avec toute une stratégie allant vers l'amont pour améliorer, baisser le coût de la production en continuant d'améliorer la qualité et permettre de mieux utiliser la forêt française, ce qui suppose là une structuration de l'amont, on le sait, des investissements qu'on est en train de faire et un accompagnement de tous les acteurs. Sans l'accompagnement constant de tous, et là je veux vraiment tous vous remercier, parce qu'à chaque fois ce sont des logiques de territoire et de filière, c'est ça la matrice. Et ce sont les acteurs industriels, ce sont leurs salariés, c'est les organisations syndicales, ce sont les organisations de branches et de filières, les élus de terrain et les services de l'État. Et en remerciant les ministres ici présents, je veux vraiment remercier leurs administrations et leurs équipes, pas simplement pour l'événement d'aujourd'hui, mais pour tout ce travail qui est fait derrière et qui permet d'avoir ces résultats. Au plan de l'innovation, nous avons aussi des résultats très convaincants. La France est devenue un pays entrepreneurial, 25 000 startups et créations d'entreprises au plus haut. Et donc on est toujours dans si je puis dire, les 2 ou 3 de tête en termes de nombre de créations de startups, mais maintenant de nombre de tickets de levée, de taille de ces tickets et de se lever. On a consolidé, si je puis dire, pas simplement notre tissu entrepreneurial, qui était déjà une force, je dirais, elle, depuis quasiment 10 ans, mais les faiblesses qu'on avait en termes de consolidation et de croissance en Europe de nos startups, on y a répondu en approfondissant, en améliorant l'intégration du marché européen et en construisant des solutions de financement plus innovantes, avec en particulier le fonds Tibi, et avec là plusieurs fonds sectoriels qui ont permis d'avoir des levées beaucoup plus importantes, et en matière de santé par exemple, mais également d'intelligence artificielle, de quantique, d'énergie et d'hydrogène. On a des startups qui montent et des startups industrielles qui irriguent le territoire avec nos fameuses deep tech. Mais donc ces startups qui deviennent de plus en plus industrielles et contribuent aux objectifs que nous avons fixés. C'est Vercor qui va nous aider sur la production de véhicules électriques, Rosy Solar sur le recyclage, Pascal sur le quantique, et là aussi avec des résultats tout à fait clairs aux côtés de nos collectivités. C'est cette dynamique donc, que j'évoquais qui rassemble l'ensemble de celles et ceux que je mentionnais, plus nos opérateurs, BPI France, Business France, l'ADEME, mais également la Creux et la Caisse des dépôts et plusieurs autres ici présents. Alors maintenant, on a fait tout ça, on a irrigué le territoire, on a ces premiers résultats, on a montré qu'il n'y avait pas de fatalité, on a une vraie cohérence d'approche, il nous faut aller plus loin. Et c'est sur ce point que je voulais terminer mon propos, en m'appuyant sur le travail qui a été mené, je les en remercie, par Bruno Le Maire et Roland Lescure, les consultations très larges, avec plusieurs parlementaires ici présents qui ont travaillé à leur côté, et élus, et entreprises, et entrepreneurs, et salariés et syndicats, pour bâtir le projet de loi Industrie verte. Je vais ici le redire, l'industrie française de 2030, très clairement, elle devra être décarbonée, respectueuse de la biodiversité, numérisée et transformée. Et c'est ce défi, au fond, que nous voulons relever, que nous allons relever. C'est développer une filière bois dans ce sens, une filière ciment qui doit se décarboner, et plus globalement toute la filière construction hors site qui va se déployer, une filière chimie, ça a été très bien dit, qui doit se transformer mais dont on ne peut pas se passer, une filière électronique qui doit elle aussi se renforcer, une filière hydrogène, batterie, capture de carbone qui doit émerger, et en même temps tout ce qu'on a su faire sur la filière santé. Alors pour ce faire et pour accélérer,
on va concentrer notre effort d'abord en accélérant ce qui a marché, en tenant la ligne de la compétitivité. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté, j'entends les gens qui disent qu'il faudrait un tournant, ceci, cela. Ce qui marche, le mieux, c'est de ne pas le casser. Je vous le dis en toute sincérité. Donc, j'aurai une politique de constance sur le plan macroéconomique. Qu'a besoin de faire notre pays? De continuer d'être compétitif sur le capital, le travail, l'innovation, de continuer d'être fiable et clair sur sa stratégie et d'augmenter la quantité de travail. Et c'est dans cette stratégie que s'inscrit la réforme des retraites. Je le dis aussi avec beaucoup de clarté en l'assumant de manière très claire et très tranquille. Si la France s'est désindustrialisée et a une faiblesse par rapport aux voisins, et les 10 points de PIB par habitant d'écart avec l'Allemagne, c'est que nous travaillons moins que nos voisins dans le cycle de vie. C'est qu'il y a moins de jeunes qui sont dans l'emploi, c'est qu'on travaille moins dans les âges clés, et c'est qu'on travaille moins longtemps. Et ce n'est pas vrai qu'on réindustrialisera si on concentre ça. Et ce n'est pas vrai qu'on aura le modèle social le plus ambitieux d'Europe si on dit c'est formidable et ça va vivre de toute éternité. Non. Donc on doit aussi réussir la bataille pour aller vers le plein emploi et plus d'emplois. Mais donc on doit aussi avoir une industrie compétitive. Nous allons donc tenir la ligne des baisses d'impôts, confirmer la baisse de la CVAE, offrir de la visibilité aux industriels pour qu'ils bénéficient d'une électricité décarbonée à des prix compétitifs. Et ça s'appuie sur des politiques ciblées d'aide quand il y a des envolées à très court terme, ce qu'on a assumé, une politique de réforme du marché européen qui est indispensable parce qu'elle va permettre d'éviter la volatilité. Parce que compte tenu de notre structure de production et de nos coûts de production, il n'y a aucune raison qu'on ait de la volatilité, nous, en France. Et donc la réforme du marché de l'électricité européen nous permettra de réduire la volatilité des prix et de les rapprocher des coûts de production et de notre mix électrique. Simplement, il faut faire le pont jusqu'à début d'année prochaine quand elle rentrera en vigueur. Et c'est le déploiement de notre stratégie propre qui est de continuer d'avoir de la production souveraine décarbonée, nucléaire et renouvelable, avec 2 textes majeurs qui ont été passés ces derniers mois, avec des constructions, et j'en félicite la ministre, de majorité ad hoc, mais qui ont permis d'accélérer les projets sur le renouvelable et de déployer une stratégie sur le nucléaire. Le deuxième levier d'accélération de notre stratégie, c'est de continuer à amener les Français vers l'emploi et vers l'industrie. Nous allons en effet poursuivre nos efforts pour amener chacun vers l'emploi. Et au fond, répondre aux besoins et en même temps à la chance pour le pays, c'est qu'on va avoir des offres d'emploi, vous l'avez parfaitement décrit, dans énormément de métiers. Donc il faut à la fois casser les représentations, qu'on se fait parfois, réussir à mieux orienter nos jeunes, à adapter nos formations et à investir aux bons endroits. C'est ça la mère des batailles, et c'est celle que nous allons conduire. L'industrie a besoin de compétences, et si on veut gagner cette bataille d'accélération, c'est une formidable nouvelle, je vous donne les chiffres. 60 000 emplois sont non pourvus aujourd'hui dans l'industrie, et encore c'est que la phase émergée, et on a 100 000 emplois, pour ne prendre qu'un exemple, dans le nucléaire pour les prochaines années. Donc on aura des centaines de milliers d'emplois qui vont apparaître dans la réindustrialisation du pays. Et donc nous devons tout faire pour former plus d'ingénieurs chaque année, de techniciens, d'opérateurs, de collaborateurs dans tous les domaines et à tous les niveaux de qualification. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? 1, on doit améliorer l'orientation. Si on veut changer les représentations, il faut informer les jeunes et leurs familles dès la 5e. C'est la journée à venir apprentissage, j'ai besoin de vous. On a vécu dans un dogme jusqu'ici qui était en quelque sorte de fermer l'école au reste du monde. Je crois très profondément au modèle du collège unique et à la nécessité de former tous nos jeunes à l'apprentissage des connaissances, l'esprit critique, jusqu'à la 3e au moins. Mais il faut leur donner la possibilité de s'orienter dans ce monde et de connaître des métiers. Le stage de 3e n'y suffit pas. Et donc, le travail d'orientation doit être fait par les acteurs du monde économique. Et donc, faire rentrer pour expliquer, donner le goût, montrer où sont les opportunités, c'est ce dont on a besoin dans chaque territoire avec les collectivités locales, les acteurs de l'industrie, l'orientation. Nous allons, nous aussi, mieux faire le lien entre le lycée et le collège pour améliorer celui-ci. Ensuite, c'est la réforme fondamentale du lycée professionnel. Elle est fondamentale parce que c'est 1/3 de nos lycéens, 600 000 lycéens chaque année. Et c'est une des plus grandes injustices du pays. C'est 600 000 lycéens chaque année parce qu'on n'a pas suffisamment adapté la carte des formations. Il y en a 1/3 d'entre eux qui vont décrocher. Et pour ceux qui iront jusqu'au bac ou qui auront un diplôme du supérieur, seuls 40% auront un emploi.
Si on avait ces chiffres sur le reste de notre système éducatif, il y a bien longtemps qu'on s'y serait attaqué. Simplement, c'est là que se concentrent les enfants des familles les plus modestes. Et donc, on a pensé que parce qu'on avait 80% de bacheliers, on pouvait ne pas réformer. On doit s'y attaquer. Et la réindustrialisation est une opportunité formidable pour nos lycées pro. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord changer la carte des formations au plus près des territoires, avec les régions, les villes, l'ensemble des acteurs du terrain, pour se dire quels sont nos besoins aujourd'hui, quels sont nos besoins prospectifs, et que donne chaque filière professionnelle. Et quand une filière ne donne ni un accès à un emploi, ni un accès à un diplôme, il faut accepter de la fermer. Et donc, il faut fermer les filières sans débouchés, il faut ouvrir les filières où il y a des besoins. On va mener ce travail ardemment dans les prochains mois pour changer la carte d'ici à la fin d'année et réinvestir, évidemment massivement, dans les formations où il y a de la demande. La deuxième chose, on va investir sur le zéro décrochage, ce qui veut dire avoir des classes de plus petit nombre, mais investir sur les compétences pour qu'il n'y ait plus de décrochage en lycée pro, et aller vers le 100% insertion, ce qui va permettre d'adapter la maquette pédagogique, le lien avec les entreprises, adapter la durée des stages, etc., mais améliorer ce lien. Ceci, on le fait en s'appuyant sur le succès de l'apprentissage qu'on va évidemment consolider. Je le disais, on a triplé le nombre d'apprentis, on va aller au million, mais à côté de ça, on va mener cette réforme du lycée pro. Et puis, on va continuer de rapprocher l'école et l'université des acteurs économiques. Et à cet égard, nous allons poursuivre la réforme des filières courtes dans l'enseignement supérieur, du rapprochement entre nos universités et le monde de l'entreprise, ce qui est un élément décisif. À côté de ça, on va accélérer massivement sur la formation aux métiers d'avenir de l'industrie. Et là, en se donnant les moyens. Avec les moyens de France 2030, plus de 15 000 nouvelles places de formation aux métiers de l'industrie seront ouvertes dès la rentrée 2023. Ça, c'est un travail avec les CFA, les écoles d'ingénieurs, les universités. Et c'est, là aussi, la déclinaison pour le supérieur de ce que je viens de dire pour le lycée professionnel. Mais ce sont des formations adaptées aux besoins, au plus près du terrain, et qui permettent aussi de conjurer une autre forme d'inégalité. C'est que pour beaucoup de familles, envoyer les enfants se former à la métropole, c'est un coût. C'est un coût en termes de logement, parfois de transport. Et donc développer de la formation parfois plus courte, adaptée, supérieure, au plus près de l'endroit où on habite, parfois dans des villes, dans des sous-préfectures ou des petites préfectures, c'est beaucoup moins coûteux et c'est ce qui permet là aussi d'accéder à ces formations. On va accélérer cet effort, en particulier sur les métiers aujourd'hui en tension dans l'industrie, sur ceux de demain qui seront la clé. 700 millions d'euros seront aussi engagés dès les prochains jours et dans l'année à venir pour faire évoluer la carte des formations à tous les niveaux de diplôme et au fond systématiser ce que je viens de dire dans le lycée professionnel jusqu'au master et au doctorat, mais aussi au métier de technicien et d'ingénieur, en passant par la requalification des salariés aux nouvelles technologies. On a besoin, comme je le disais pour les jeunes qui sont en lycée professionnel, mais pour les jeunes qui entrent dans les premiers cycles universitaires, pour nos salariés qui se requalifient, pour les chômeurs de longue durée qui ont besoin de se requalifier, d'avoir à l'échelle de chaque territoire une carte des besoins et à côté de ça des formations adaptées. Et c'est cet investissement qu'on va accélérer. C'est exactement ce qu'on a commencé à faire avec par exemple l'Académie de la batterie dans le Nord, le projet de filière hydrogène en Occitanie, les écoles de production, les campus des métiers qu'on a développés ces dernières années pour accélérer ces stratégies, là aussi, territoire, filière. Je pense là aussi évidemment à tout le rôle de nos écoles d'ingénieurs et de nos différents cycles universitaires. Pour ça, nous aurons besoin de vous pour bâtir des parcours de formation adaptés et surtout pour les rendre attractifs. Troisième levier, c'est d'accélérer la dynamique de France 2030. Donc, compétitivité, formation et compétences, la dynamique de France 2030. On va continuer d'accélérer le déploiement avec l'ensemble des acteurs industriels. Sur France 2030, 13 milliards d'euros ont déjà été engagés pour 2800 projets qui ont été soutenus et nous aurons engagé plus de 20 milliards d'euros avant la fin de l'année, avec des projets portés par des startups industrielles comme des ETI ou des grands groupes dans le domaine du spatial, du nucléaire, du médicament, de l'agroalimentaire, de la culture, avec aussi des premières usines. On a déjà une trentaine de projets annoncés et 13 nouveaux projets seront révélés aujourd'hui de deep tech et donc de start-up industrielles. Vous avez au sein de cette carte la représentation de l'ensemble des projets industriels, mais on a 13 nouveaux projets qui seront aujourd'hui révélés qui vont ainsi irriguer le territoire et là aussi c'est France entière. Et donc France 2030, c'est aussi, au-delà de cette politique d'accélération sur tous les territoires,
un levier majeur de décarbonation sur les 50 sites les plus émetteurs. Je vous le rappelle, on l'a lancé il y a quelques mois. L'industrie, c'est 20% des émissions de CO2. La moitié de cela, c'est sur 50 sites. Et donc, on a concentré l'effort pour dire à ces sites, on fait un pacte, on vous aide, et vous baissez les émissions. Et on va accélérer cette démarche dans le cadre de la planification écologique, filière par filière et site par site. Quatrième levier d'accélération, c'est de réenclencher la dynamique des territoires et de démultiplier ce qui a marché et que j'évoquais. Et donc là aussi, le programme Territoire d'industrie va être relancé en faisant évoluer la carte des 149 territoires qui ont marché. Et nous allons investir 100 millions d'euros dès cette année en justement appuyant des projets de réindustrialisation à fort impact territorial et en allant chercher, si je puis dire, des territoires qui sont encore plus en difficulté ou plus loin de l'emploi. Au fond, on a les modèles qui marchent très bien, sur lesquels on est déjà en train de réussir, type Dunkerque, parce qu'on avait du potentiel industriel existant, mais la désindustrialisation avait mordu. On a déjà réparé les 10 dernières années, comme je vous l'ai dit, on va largement dépasser, parce que c'est au cœur de la décarbonation et des filières d'avenir. Dans la même région, on a des territoires très en déprise, Béthune, Denain. Ben là, on va mettre le paquet avec territoire d'industrie génération 2 pour aller les chercher plus avant et réouvrir, on a commencé ces derniers mois à accélérer, réouvrir des sites industriels et accélérer cette stratégie de réindustrialisation dans ces territoires. Et donc là, on va réenclencher une phase avec beaucoup des élus qui sont là pour avoir de la simplification, des projets qui sont portés au fond à l'échelle de, j'ai envie de dire, de chaque sous-préfecture pour aller chercher les projets dont on a besoin et qui vont permettre de redonner des perspectives. Et puis, pour réussir cette accélération, on a besoin aussi d'ouvrir un nouveau chapitre. Et au fond, de rentrer dans une logique nouvelle compte tenu de cette accélération du monde. Et c'est au fond le dernier point de cette accélération. C'est au fond le sens même du nouveau cadre européen que j'évoquais. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau européen ces derniers mois? On a dit, on met en place, on adapte toutes les règles, on définit des objectifs de politique industrielle et on adapte nos règles d'aide d'État, on lève en quelque sorte nos contraintes pour répondre à un besoin de vitesse. C'est la même chose qu'on doit faire au niveau français, on doit le décliner. Et donc, si on veut ouvrir un nouveau chapitre et une nouvelle méthode, on doit s'appuyer sur ce qu'on a réussi ces dernières années, mais en quelque sorte en le stressant, en le poussant aux limites, compte tenu de l'accélération des défis auxquels nous sommes confrontés. Et donc, pour ce faire, on doit d'abord accélérer les implantations industrielles. Vous l'avez très bien dit, c'est une question de rythme. Et moi, ce qui me frappe, c'est que la force du plan américain, ce n'est pas simplement ses montants, c'est que c'est très clair et ça va très vite. Et au fond, on peut proposer beaucoup de milliards à des industriels. Si on met 3-4 ans à les déployer, on est déjà en retard. La Chine va beaucoup plus vite, les Américains sont en train d'aller beaucoup plus vite. Donc, il est clair que nous devons changer nos approches. Alors, un très gros travail a été fait ces dernières années, en particulier la loi dite ASAP, beaucoup de leviers de simplification. Le député Kasbarian est là, qui a en particulier porté ces sujets avec beaucoup de courage. Mais si on regarde les choses, les délais réels sur les projets industriels aujourd'hui, c'est 17-18 mois. On les a déjà beaucoup réduits pour certains. Avant, c'était plutôt 2-3 ans. Aujourd'hui, en réalité, c'est 17-18 mois. Ce qu'on doit faire, c'est les amener à un 9 mois garanti. Et donc, dans le projet de loi Industrie verte, nous allons mettre en place un dispositif, une procédure justement qui va permettre de garantir un 9 mois entre le moment où on dit on top, l'ensemble des autorisations et le début des travaux peut se faire au maximum 9 mois après. C'est un élément clé de compétitivité et de réduction des délais et donc du coût pour un investisseur. Ça, c'est possible, Madame la maire l'a très bien dit, en mettant en parallèle toutes les procédures. J'essaie de le dire de manière un peu concrète, mais vous l'avez sans doute tous vécu. Bon, on a des procédures qui sont complexes, mais qui sont le fruit aussi de demandes sociales, d'objectifs qu'on s'est donnés. On ne va pas dire on va réindustrialiser en n'ayant plus aucune contrainte environnementale, de biodiversité ou autre. Sinon, je ne tiendrai pas la promesse que j'évoquais. Ce qui n'est pas cohérent, c'est qu'au fond, nos procédures, elles se font au bout à bout. Et on a la procédure environnementale, puis après on a la procédure d'urbanisme, et puis après on a la procédure... C'est ça qui ne va pas. Et donc là, en quelque sorte, on dit toutes ces contraintes, c'est l'administration qui doit les prendre. Vous avez un projet, on met une équipe projet, on prend la contrainte pour nous, et tout le monde va faire son travail en parallèle. Et on vous garantit que dans 9 mois, les sujets environnementaux, administratifs, d'urbanisme, de phyto, etc. sont traités. On vous le garantit. Et on sait le faire.
parce qu'en fait, on ne prend pas plus que ça aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que ça évite le recours abusif. Il y a du recours légitime, mais on sait très bien aujourd'hui que dans beaucoup de nos projets, on a du recours abusif qui s'installe sur quoi? L'inefficacité de nos procédures, et ça crée du découragement. Et quand des territoires n'ont plus la possibilité de faire un projet, que ça prend 3-4 ans, et que c'est pas vrai qu'au bout de 3 ans, les gens découvrent quelque chose de nouveau quand les études sont bien faites. Donc on va tous gagner en professionnalisation, on fait tout ça en parallèle, et on garantit en 9 mois. Élément clé. À côté de ça, et donc ça veut dire, en fond, vous l'avez compris, diviser par 2 les délais d'obtention des permis. Mais tout ça, ça doit se faire, vous l'avez très bien dit, en consultant mieux les publics, et donc en optimisant nos procédures, l'association des scientifiques, des experts, des publics dans la matière. Et puis pour des projets majeurs d'intérêt national, nous allons prévoir une procédure exceptionnelle pour éviter qu'ils ne partent vers des économies concurrentes. Et là, on doit se dire, sur certains projets d'intérêt national, on doit se donner la moyen d'aller encore plus vite. Tout ça nous permettra, je le disais, d'aller vers la réduction des délais de contentieux. Premier point sur la vitesse. Si on veut aller encore plus loin, et j'entends ce qui se dit parfois, je me déplace sur les territoires, on a au fond un autre défi. On veut lutter contre l'artificialisation de nos sols pour la biodiversité, c'est tout à fait légitime. Et donc les gens nous disent, vous avez mis plein de contraintes avec le zéro artificialisation nette et vous voulez nous faire des projets industriels. Ça ne va jamais marcher. Si on s'organise, qu'on planifie et qu'on prend la contrainte. On a environ besoin de 20 à 30 000 hectares nouveaux si on veut vraiment réindustrialiser massivement. Il se trouve que nous avons dans notre pays entre 90 000 et 150 000 hectares de friches industrielles. Il faut savoir les utiliser comme il faut. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on laisse des communes qui n'ont parfois pas les moyens de faire cette conversion. On n'a pas des bons systèmes d'indemnisation, c'est extrêmement cher de reconvertir ces sites, c'est trop long, trop lent. Et là, de la même manière, à l'heure de la sobriété foncière, on va s'attaquer à ces sites et à ces friches en planifiant nos implantations. Et moi, je crois qu'on peut faire du en même temps très concret sur ce sujet, pour citer les grands auteurs, qui est de la réindustrialisation et de la non-artificialisation et de l'hyper-accélération. En faisant quoi? En dépolluant les friches et en mettant à disposition des sites préaménagés et prêts à l'emploi. En fait, il ne faut pas attendre d'avoir un projet pour réaménager ces friches. On doit dès maintenant s'y attaquer, et c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va bâtir une stratégie pour construire ce qu'on va appeler des sites France 2030. Et donc, avec les collectivités, on va identifier ces sites, et donc c'est un travail avec les régions, les métropoles, les communes, etc., les intercos. On va identifier ces friches où les acteurs locaux sont prêts à dire on y va, où il y a un consensus. On investit tout de suite, on n'attend pas que le projet soit sur la table, on les reviabilise, on met en place tout ce qu'on peut mettre en place avant d'avoir un projet, et comme ça, on sait, le jour où il y a un projet, on a déjà fait les 3/4 du boulot. On les a reviabilisés. 1 milliard d'euros seront investis par la Banque des territoires pour ces projets industriels dans la transition, et notamment sur ces sites, en choisissant un terrain attractif pour les industriels et en préparant au maximum de l'aménagement. Et là, il faudra être très concret. Il y a des terrains, on le sait très bien, qui ne sont pas adaptés à certaines industries. Il y en a qui ont besoin de proximité logistique, de connexion. Il y en a d'autres, pas forcément. Donc, il faudra qu'on soit très pragmatique, réaliste. Mais on va faire d'ores et déjà ce travail d'anticipation, de préaménagement, de prééquipement. Et donc, site France 2030, 1 milliard d'euros avec la Banque des territoires, une association avec tous les élus qui y sont prêts et une accélération pour justement dégager du foncier industriel disponible en exploitant mieux nos friches. Pour mettre tout ça en musique, je souhaite que nous travaillions collectivement à une stratégie nationale dédiée à la question du foncier industriel avec les collectivités, évidemment, qui seront associées à ces travaux. Mais c'est également un énorme enjeu pour tous les acteurs de la filière du recyclage et de l'économie circulaire. Parce que derrière, il y a énormément de travail pour cette filière qu'on veut développer et qui est créatrice d'emplois. Quand on reviabilise un site, c'est énormément de potentiel d'activité pour des acteurs de l'économie circulaire et du recyclage. Donc ça, c'est une vraie stratégie d'accélération. Donc vous l'avez compris, dans le changement de paradigme et le nouveau chapitre, on accélère les implantations industrielles à travers ces nouveaux leviers. Ensuite, on va aller plus loin en matière de financement. C'est au cœur du projet de loi que le ministre a préparé et qui sera présenté au prochain Conseil des ministres, avec, au fond, on est les premiers en Europe à décliner ce que les textes européens nous permettent de faire. Je le disais, les Américains, leur IRA est bon parce qu'ils vont vite sur les procédures, c'est ce qu'on va faire avec ce que je viens de vous dire, et ils mettent en place des choses simples, du crédit d'impôt.
on va mettre en place un crédit d'impôt industrie verte. Et donc, pour soutenir les technologies vertes, en soutenant fiscalement la décarbonation, on va mettre en place un crédit d'impôt industrie verte pour les technologies identifiées dans les textes européens, c'est-à-dire les batteries, c'est-à-dire les pompes à chaleur, c'est-à-dire les éoliennes, les panneaux solaires. L'analyse qui est faite par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, c'est que ça permettra de déclencher 20 milliards d'investissements sur le territoire national d'ici 2030. Pourquoi? Parce que ce sont des mécanismes très simples, très visibles pour l'industriel et immédiats, qui d'ailleurs viennent compléter par ailleurs des aides qu'on peut faire, des mécanismes de PIEC européens, mais c'est tout de suite, c'est visible. Et après, on verra si on les pérennise en fonction de ce que font nos concurrents, mais c'est ce qui nous permettra aussi de diminuer massivement des importations d'équipements ou de composants stratégiques venant d'autres pays qui en bénéficient, parce que ce faisant, on se réaligne avec la Chine et les États-Unis. Deuxième élément, pour accompagner toutes les 20 000 PME, ETI industrielles qui veulent décarboner, nos fameux coques bleues, on va rendre plus lisibles toutes ces aides, avec les outils BPI France et ADEME et leurs dispositifs, prêts verts, 1 milliard d'euros, des garanties vertes, 1 milliard d'euros qui sont portés par le texte, avec une subvention verte pour les TPE et PME, et avec aussi de l'accompagnement, en appui d'ailleurs avec les réseaux CMA et CCI. Et donc c'est un dispositif-là de simplification des aides pour les acteurs qui sont les plus petits, si je puis dire, et de mise en synergie des réseaux de l'État, des collectivités locales et des consulaires. À côté de ces innovations et de ce travail, c'est la mobilisation de l'épargne privée. Le ministre aura l'occasion d'y revenir et de déployer, mais on va développer du capital investissement dans l'assurance vie et le PER pour le flécher vers les industries vertes en développant des produits nouveaux et en permettant de démultiplier des produits nouveaux d'une part et de faire pour les industries vertes ce que nous avons fait sur les startups et qu'on va d'ailleurs porter à la deuxième génération, j'aurai l'occasion d'y revenir lors de Vivatech à mi-juin, c'est les fameux fonds Tibi, c'est-à-dire mobiliser les financeurs institutionnels pour soulever plus d'argent et financer en fonds propres les acteurs du secteur. Et puis une labellisation industrie verte pour flécher les investissements vers les projets les plus vertueux pour le développement industriel en France, ce qui est là aussi absolument clé. Au total, avec France 2030, ce cadre de financement doit nous permettre de rivaliser avec l'ARE américain et nous serons un des premiers pays européens à être aussi attractifs en déployant l'ensemble des instruments que permet le texte proposé par la Commission. Tout cela sera précisé dans les prochaines heures et les prochains jours par les ministres, sera présenté au Conseil des ministres de la semaine prochaine et arrivera au Parlement dans les prochaines semaines pour pouvoir être voté au plus vite. Et donc, ce sont des choses qui vont se déployer dès cette année. Et puis, le dernier point pour compléter cette stratégie, vous l'avez compris, c'est intensifier ce qu'on a déjà fait, ouvrir une nouvelle logique qui est accélération de nouveaux projets, qui est plus de financement en utilisant les textes européens, c'est de changer de logique de soutien et au fond d'assumer une nouvelle doctrine de sécurité économique européenne et de cohérence économique. Et je finirai sur ce point de doctrine que j'ai eu l'occasion d'évoquer chez certains de nos voisins européens, en particulier aux Pays-Bas, mais qui me tient à cœur. Au fond, je pense que ce que nous sommes en train de faire et que nous devons intensifier, c'est d'assumer le fait qu'on veut pas simplement être un marché vert, mais produire vert sur notre sol. Et donc, nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations en européen, plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. On s'est donné les objectifs 2050-2030 pour décarboner, réduire les phytos, etc. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Donc, on a besoin de stabilité. Maintenant, il faut accélérer sur les déploiements parce que sinon, le risque qu'on court, c'est au fond d'être les mieux-disants en termes de réglementation et les moins-disants en termes de financement. Donc là, on est en train de compenser ça, mais c'était le décalage qu'on avait post-IRA américain. Donc, premier point de resynchronisation et de cohérence au niveau européen, on va se battre pour ça. On met en œuvre ce qu'on a décidé, mais on arrête d'en rajouter chaque jour. Et on accélère les financements européens parce qu'on a besoin. Et moi, je soutiendrai le fonds souveraineté proposé par la Commission dans les mois à venir. Et il faut être très clair, on ne peut pas réussir
la souveraineté technologique, la transition pour le climat et la biodive, pour nos industriels et pour accompagner les ménages, si on n'investit pas massivement au niveau européen. Et la priorité doit être là, et donc on doit assumer une cohérence. On fait ce changement, on l'accompagne, il faut une vraie politique d'investissement massif. À côté de ça, on doit avoir une politique cohérente et mettre le consommateur en situation de choisir. Plusieurs d'entre vous l'ont plaidé. C'est d'ailleurs un des vrais apports de la Convention climat dans notre pays. Nous avons commencé à le faire avec le Carbon Score qui est prévu par la loi climat et résilience. Il faut avoir un instrument d'étiquetage carbone et dans l'idéal, il faudrait l'avoir au niveau européen. En franco-français, on aura dès l'année prochaine, on commencera sur les textiles, on va ensuite généraliser à l'alimentation. Mais ce Carbon Score, l'affichage environnemental, c'est une très bonne chose. Parce que le consommateur, citoyen, c'est un levier de changement. Et c'est ce qui permet aussi de valoriser des industriels et des producteurs français et européens qui font l'effort et de permettre aux consommateurs de dire OK, là, le Carbon Score ou l'affichage environnemental est très mauvais parce que c'est un produit qui, certes, est là, mais vient du bout du monde. On doit avoir cette politique européenne. Il faut l'étiquetage carbone et environnemental au niveau européen. On doit mener cette bataille. Elle est clé pour être cohérent. Troisième levier de mise en cohérence et d'une doctrine de cohérence et de sécurité économique, c'est qu'on doit accepter de cibler nos aides et nos politiques d'achat sur ce qui est bon pour le climat et ce qui est bon pour l'Europe. Et je le dis très clairement, nous ne devons pas répliquer les erreurs que nous avons faites sur, par exemple, le photovoltaïque. On a déployé massivement du photovoltaïque en Europe et on a, au même moment, massivement détruit notre industrie photovoltaïque. Et donc on a construit une dépendance à l'égard de la Chine et on a fait réussir l'industrie chinoise. Je ne veux pas qu'on le réplique sur, en particulier, la question de la batterie. C'est pourquoi nous serons aussi le premier pays européen à réformer les critères d'attribution du bonus automobile dès le projet de loi pour mieux prendre en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule et pour que le soutien public soit ciblé sur ces objectifs. En gros, on va soutenir les batteries et les véhicules qui sont produits en Europe parce que leur empreinte carbone est bonne. Et on ne va pas mettre ces bonus, ça ne veut pas dire qu'on fait du protectionnisme, on ne va pas fermer le marché, mais on ne va pas utiliser l'argent du contribuable français pour accélérer l'industrialisation non européenne. Bon. Je crois, ça relève d'un solide bon sens, mais en fait, on va le faire maintenant, ce qu'on ne faisait pas jusqu'alors. Et donc, d'ici à la fin de l'année, nous allons flécher ça. C'est une petite révolution, et c'est celle que nous voulons aussi mener au niveau européen. Quand je vois les discussions sur les règlements batteries, je le dis très clairement, je ne veux pas que l'Europe puisse aider dans le règlement batterie des batteries qui ne sont pas faites en Europe. Parce qu'il se trouve que ni les Américains ni les Chinois n'aident les batteries qui sont faites en Europe. Pourquoi on serait le seul espace au monde qui aide ce qui est fait chez les concurrents? On ne leur ferme pas la porte. Mais alors même qu'ils ont des politiques non coopératives, on ne va pas en plus ajouter nos aides. Ça va mieux en le disant. C'est un changement très fort de notre politique, c'est une cohérence de la politique industrielle et de décarbonation, c'est de récompenser les entreprises vertueuses, et c'est ce qu'on va faire. Et donc, ce fléchage du bonus automobile dès le projet de loi Industrie verte, le combat qu'on va ensuite mener en Europe, et la récompense aux industries les plus vertueuses avec la mise en place du nouveau label triple E pour certifier cette démarche est clé. C'est la même chose que nous allons faire au niveau de la commande publique. Et là-dessus, on va exactement faire la même chose, c'est cohérence de doctrine et donc on en tire les conséquences. Nous allons privilégier une commande publique responsable. En particulier, sur les marchés les plus critiques, panneaux solaires, éoliens, pompes à chaleur et autres, nous allons accélérer de 2 ans, c'est-à-dire dès juillet 24 au lieu d'août 26, la mise en œuvre obligatoire de critères environnementaux dans les marchés publics pour les produits clés de la décarbonation, par exemple ceux identifiés par le règlement européen sur l'industrie net zéro. Et donc panneaux solaires, éoliens terrestres, énergie renouvelable maritime, géothermie, pompes à chaleur. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir très clairement, dans nos commandes publiques, favoriser la production européenne. Ça n'enlèvera pas de la concurrence intra-européenne. Ça, c'est le crédit d'impôt qui répondra à ce que vous disiez, et l'accélération de nos procédures. Mais ça veut dire que surtout, on va arrêter de financer des non-européens avec nos marchés publics. Et donc ça, on le fera dès juillet 2024. Plus largement, j'appelle tous les acheteurs publics de l'État, des collectivités, des hôpitaux, du secteur privé, à nous suivre dans cette démarche. Les règles sont là, elles existent. Il faut que les acheteurs publics et privés s'en saisissent. Et ça, c'est une discipline collective. Et puis enfin, je crois pour ma part à un agenda de réciprocité. Et donc nous allons continuer de défendre au niveau européen, évidemment la taxe carbone aux frontières,
qui est un mécanisme de réciprocité, les réglementations sectorielles, mais partout ce que nous appelons la clause miroir. Et c'est un point clé de cette stratégie industrielle et d'une doctrine de sécurité économique cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on impose à un industriel européen ou à un agriculteur européen une norme, on l'impose à son concurrent non européen quand on importe les produits. Parce que sinon, ce qu'on fait ne sert à rien pour notre finalité. Parce qu'on réduit l'empreinte sur notre sol, mais si on continue à consommer des produits qui ne sont pas respectueux du climat et de la biodiversité, simplement en les important, en ne les produisant plus, c'est la double perte. Je vous le dis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je ne suis pas pour les accords commerciaux faits avec des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui ne signent pas ces clauses miroirs. C'est pourquoi on va continuer de se battre pour dire que les accords commerciaux ne peuvent exister qu'avec des gens qui ont les mêmes normes sur le climat, la biodive et les mêmes contraintes sanitaires que celles qu'on impose à nos industriels, à nos agriculteurs, etc. Parce que c'est le seul moyen d'avoir un vrai agenda de réindustrialisation et pro-climat et pro-biodiversité. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais ici revenir aujourd'hui en vous remerciant, pas simplement pour votre présence et votre attention, mais votre mobilisation. Vous l'avez compris, la bataille pour la réindustrialisation, elle est clé sur le plan économique, elle est clé sur le plan géopolitique, elle est clé sur le plan politique et sur l'unité de la nation. Ces dernières années, nous avons beaucoup fait tous ensemble, vous avez beaucoup fait, pour réussir un vrai retournement collectif. On a conjuré des décennies de désindustrialisation, on a mis fin à cette période. Maintenant, on doit accélérer, aller beaucoup plus loin. Et donc, le projet de loi que nous allons annoncer lundi, mais toute la stratégie qu'on va accélérer, nationale et européenne, c'est une accélération de cette réindustrialisation qui est absolument clé. Il nous faut plus de travail, plus de capital, plus de progrès techniques, avec une finalité derrière tout ça. Avoir une vraie réponse au climat et à la biodiversité, plus de bons emplois pour nos compatriotes et plus d'indépendance pour notre nation dans un monde géopolitique incertain. Ce cap est possible si nous avons de la constance, de l'ambition et de la mobilisation collective. C'est cela sur quoi je compte. Et donc c'est votre mobilisation à toutes et tous sur le cap que je viens de dresser et autour des quelques instruments que je viens d'évoquer pour les mois et les années qui viennent. Vive la République et vive la France! Voilà pour ce discours d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation du pays.